Salut, j'espère que tu vas bien, amateur d'ASMR. Et toi qui t'es perdu sur ma chaîne, bienvenue. Je vais faire ma petite promo. Alors si tu aimes cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu, t'abonner à ma chaîne si c'est pas fait, et laisser un commentaire, parce que ça, c'est la cerise sur le gâteau. J'avais envie de te parler de la Casa de Papel. Alors si tu connais tous les noms que je viens de dire, ben tu sais de quoi je parle. C'est le nom des personnages de cette série. Et si tu connais pas, t'inquiète, je vais pas spoiler. Donc j'avais envie de te parler de cette série parce que j'ai adoré cette série et que je viens de terminer le dernier épisode de la saison 2. La première chose que j'ai beaucoup aimée, entre autres, c'est la construction de cette série. C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin, et que tout ça, ça a déjà été pensé au départ. Je trouve qu'en ce moment, il y a énormément de séries qui commencent super bien. 3 épisodes bien construits, et tout d'un coup, c'est comme si l'équipe là qui s'occupe d'écrire le scénario, ben, ils étaient surpris par le succès, ils savaient pas quoi raconter. Donc là c'est pas le cas. Là même s'ils ont été surpris par le succès, ah j'aime bien ça, succès. Donc même s'ils ont été un peu surpris par le succès de cette série, dès le départ ça a été construit. Ce qui fait que l'histoire tient la route. Les personnages ont été développés avec chacun leur tempérament, leurs critères, leurs choix, leur manière de s'exprimer et leur personnalité, leurs doutes, leurs envies. J'ai beaucoup aimé tous ces personnages. Il y en a que je préfère à d'autres, mais ça dépend des moments, c'est assez étrange. Le truc aussi, c'est que dans cette série, donc il s'agit d'un braquage. L'idée, c'est de braquer la maison de la monnaie et des timbres de Madrid. C'est-à-dire c'est là où ils fabriquent, où ils impriment les billets de banque et les timbres. Bon, les timbres là, dans la série, tout le monde s'en fout, hein, personne n'en parle. Voilà, donc ça se passe là. Et ça fait des flashbacks entre ce qui se passe, puisque ça se déroule sur 2-3 jours, au moment du braquage, avec des interactions dans le temps, sur la préparation du braquage, sur les événements, comme ça. Ce qui se passe entre les protagonistes. J'ai beaucoup aimé les rebondissements, la qualité de la production. Et j'ai beaucoup aimé aussi le jeu des acteurs, les dialogues, les manières de s'exprimer qui sont vraiment très réalistes. Et c'est là où j'étais très étonnée de lire des critiques. Alors ce qui est drôle, c'est que je l'ai vu en VO, en espagnol. Et les acteurs jouent extrêmement bien. Les dialogues leur correspondent. Ce qui se passe, c'est que
j'ai lu que les acteurs jouaient mal, mais c'était principalement, j'ai lu des mauvaises critiques qui disaient ça, c'était que en français. Ça me fait toujours un peu sourire quand je lis des critiques qu'un acteur ou une actrice joue mal ou joue bien, quand ce n'est pas dans un article dans la langue d'origine de la série. Je m'explique. La série est espagnole, les acteurs sont espagnols et les dialogues sont évidemment en espagnol, ce qui fait que j'ai regardé par curiosité dans d'autres langues. Sur Netflix, il y a en italien, j'ai trouvé ça étrange. En allemand, j'ai trouvé ça encore plus étrange. En quoi d'autre j'ai regardé? En français. Alors je dois dire que, pour ma part, les interprètes, on va dire ça parce que c'est pas les acteurs, c'est les interprètes qui doivent jouer dans une autre langue en regardant les images et en essayant de coller un dialogue avec le mouvement des lèvres de l'acteur qui parle une autre langue. J'ai trouvé que c'était bien. Franchement, j'ai trouvé qu'ils jouaient bien, qu'ils avaient fait du bon boulot. Après, de dire que les acteurs jouent mal en français, que les acteurs jouent mal alors que la série, on l'a vue en français, c'est un non-sens pour moi. Parce que la critique, elle va plutôt au doubleur, celui qui double la voix de l'acteur, et pas à l'acteur lui-même. Ah, il y a deux trucs qui se passent. C'est que dans les dialogues, il y a énormément, je veux dire, tous les deux mots, il y a un gros mot. Parce que ça fait partie du langage actuel et courant, en rapport avec des intervenants dans la série. Donc ils s'expriment comme ça. C'est plus tellement vu comme un gros mot, c'est vu comme une forme d'expression un peu vulgaire, mais qui est tout à fait banalisée, au même titre que certaines personnes, je sais pas, qui ont, on va dire, adolescents ou même adolescents, ont de s'exprimer. Ça fait partie du langage courant d'interpeller les autres avec des gros mots, on va dire ça comme ça. Donc là, les expressions ont parfois été mal traduites. Et peut-être que ça manque, justement, mais c'est compliqué de traduire une manière de s'exprimer dans une autre langue. Bon, je ne sais pas si j'arrive à expliquer ce que je veux dire. Donc je ne suis pas d'accord. Les acteurs jouent très bien et le doublage en français est bien fait. Voilà. Mais si vous avez l'occasion et si vous regardez la série, regardez-la en espagnol avec les sous-titres. Parce que les voix, les intonations, la capture du son aussi est très importante. On sent la différence dans l'ambiance parce que quand vous regardez la série en VO, en espagnol, le son est capté sur le plateau où il se passe l'action. Donc il y a le souffle, la respiration des autres acteurs, du machiniste, du mec qui sert le café, enfin de tous ceux qui sont sur le plateau à ce moment-là. Et c'est très important justement dans une production d'avoir ce son, le son réel du plateau, de ce qui se passe à ce moment-là. Au même titre que là, vous écoutez cette bande son. Et il y a une qualité de son de l'endroit où je me trouve. Après, quand il y a le doublage, ça se passe ailleurs, à un autre moment. Et la personne qui fait le doublage, elle regarde les images. Et elle colle le texte qu'on lui a dit de dire. Et elle joue son texte. Elle joue pas la scène. Voilà. Donc, ça c'était pour la critique sur le jeu d'acteur, qui m'a un peu agacée. La deuxième critique justement, c'était comme quoi il développait trop le caractère des personnages au détriment de l'action. Je ne suis pas d'accord non plus, mais chacun ses goûts, je respecte. Moi, le truc où il y a que de l'action, ça me saoule au bout d'un moment. Donc j'ai bien aimé qu'on connaisse mieux les personnages, c'est ça qui les rend aussi attachants. Alors le personnage de Tokyo, dans les petites anecdotes, c'est interprété donc par l'actrice
Ursula Corberó, qui est une très belle femme. Et son personnage a été inspiré par le personnage de Mathilda, qui est dans le film Léon, qui est un film que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un film excellent, où c'est la toute jeune Nathalie Portman qui tient le rôle de ce personnage de Mathilda. Je ne sais plus quel âge elle avait dans le film, mais peut-être 12 ans, 12 ou 13 ans, pas plus. Et le personnage, le look, la coiffure, les fringues, tout ça, c'est Tokyo. Je trouvais marrant ce clin d'œil qui a été fait à ce personnage. L'autre truc, c'est que les rotatives que l'on voit, puisque justement c'est un endroit où on imprime des billets de banque, les rotatives en fait qui impriment, c'est celle d'un journal qui s'appelle ABC, et ils ont utilisé du papier journal, je pense pour des raisons évidentes de sécurité. T'imagines des millions de billets de 50 € qui se baladeraient. Faux. Donc voilà pour les petites anecdotes. Et puis aussi la façade en fait qui sert de décor. En fait c'est la façade du Conseil supérieur d'investigation scientifique. Voilà, c'était pour les anecdotes. Il y a un truc aussi que j'ai trouvé intéressant. C'est un mécanisme qui s'opère tout le long du film et qui interagit avec moi en tant que spectatrice de cette série. Et je parlais du syndrome de Stockholm. Il y a un moment donné où ils font référence au syndrome de Stockholm et on le retrouve en fait dans la narration de plusieurs des épisodes, mais je ne veux pas vous dire lesquels. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le syndrome de Stockholm? C'est un terme qui... Pourquoi Stockholm d'abord? Parce que c'est en fait un terme qui vient d'un braquage qui a eu lieu en 1973 à Stockholm. Et c'est Erik Olsson qui avait braqué la Credit Bank de Stockholm avec prise d'otage. Ça avait duré 6 jours. Et durant ces 6 jours, il a réussi. Je ne sais pas si c'était voulu à ce moment-là. Peut-être c'était la personnalité du personnage. C'est-à-dire que les personnes qui étaient retenues en otage se sont mis du côté des braqueurs. À tel point qu'en fait, quand ils ont relâché les otages, ceux-ci se sont interposés entre les forces de l'ordre et les preneurs d'otages, qu'ils ont refusé de témoigner au procès pour la partie adverse, qui se sont mis du côté de la défense, et qu'ils ont même été jusqu'à rendre visite en prison aux braqueurs. Alors c'est ça le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les otages, ils développent une sorte d'empathie. C'est-à-dire qu'ils se mettent à la place des braqueurs ou des preneurs d'otages. Ils développent un truc émotionnel par rapport à leur geôlier. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est exactement ce qu'on ressent quand on regarde la série. On développe cette empathie par rapport aux personnages. On les comprend. Et c'est ça en fait le mécanisme qui se met en place pour qu'il y ait un syndrome de Stockholm. Ça se passe en plusieurs points. D'abord, il faut qu'il y ait un sentiment de confiance, voire de sympathie entre les otages vis-à-vis des ravisseurs. Donc ça, voilà, c'est fait dans la série. On les trouve sympas, toutes ces personnes, même si elles sont violentes par moments. On les excuse. Ensuite, on développe justement un sentiment positif vis-à-vis des ravisseurs ou des attaquants pendant toute la série. Et donc, il y a aussi
Ensuite, il y a un autre truc qui est marrant aussi pour la petite anecdote, c'est que le contraire existe aussi, c'est-à-dire que c'est le ravisseur qui se prend d'affection pour l'otage ou comme ça, et là, qui adopte son point de vue à lui, le point de vue de l'otage. Et ça porte un autre nom, c'est le syndrome de Lima. Mais bon, je vais pas développer aussi le syndrome de Lima, sinon ça va faire long comme vidéo. L'autre truc qui est aussi marrant dans cette série, et qui revient souvent, c'est la musique Bella Ciao. Alors Bella Ciao, c'est ma belle salut ou au revoir. Et c'est un chant italien. Alors ce chant, enfin d'origine italienne, c'est en fait c'est des partisans qui accompagnaient la résistance face au régime fasciste en Italie, et par la suite c'est devenu un peu le chant des militants communistes italiens, et par la suite ça a été pris par les classes ouvrières dans d'autres pays. Donc c'est ça, c'est un peu le combat des classes ouvrières contre le capitalisme. Ce qui est assez marrant, puisque en fait le but de ce braquage est de devenir plus riche que tous les riches de la planète. Donc c'est un peu marrant cette histoire. Mais bon, c'est ça, c'est contre l'oppression. Et donc ça a été même traduit dans d'autres pays, ce chant comme ça de résistance. Et ça a même été utilisé durant la révolution culturelle au Chili, par exemple. On se dit que pourquoi dans une série espagnole il y a un chant italien. Donc ça reflète assez bien le caractère de tous ces personnages qui sont des personnes soit en cavale, soit qui n'ont plus rien à perdre. Donc voilà, je trouvais ça marrant ce chant. J'avais envie de lire en fait la traduction de cette chanson. Alors je t'évite le couplet du refrain, enfin le refrain plutôt, parce que il revient sans arrêt, hein. Bella ciao, on a compris. Donc ça dit: un matin je me suis réveillée. Oh ma belle, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Un matin je me suis réveillée et l'envahisseur était là. Ô partisan, emporte-moi. Je me sens prêt à mourir. Et si je meurs, tu devras m'enterrer. Tu devras m'enterrer là-haut sur la montagne, à l'ombre de belles fleurs. Les gens, quand ils passeront, ils diront: oh, quelle belle fleur! Cette fleur est la fleur du partisan mort pour la liberté. Voilà la traduction très coupée de Bella Ciao. Je te dis à bientôt. Dis-moi si cette série te plaît ou si elle te plaît pas. Et comment ça se fait qu'elle te plaît pas? Et comment ça se fait qu'elle te plaît? Et regarde-la en espagnol, parce que c'est toujours très intéressant d'entendre les vraies voix des personnages. À bientôt. Bonne nuit. Merci de m'avoir écouté. Denver, 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 Denver. Moscou, 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 Moscou.